Salut les camarades, salut à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager cette université d'été de Révolution Permanente, notre première université d'été en tant qu'organisation indépendante. Je suis très heureux de partager la tribune de ce meeting avec nos camarades italiens, allemands et tous ceux qu'on a fait monter tout à l'heure, les Espagnols, Argentins, les camarades de Corée du Sud, les camarades de Suisse, pour ce meeting qui se veut révolutionnaire, pour ce meeting qui se veut internationaliste et pour ce meeting qui doit nous préparer à une rentrée de combat. Avant toute chose, je voudrais apporter notre salutation, notre soutien total, notre solidarité, évidemment aux grévistes du Royaume-Uni. Avec ces premières grèves, avec les premières grèves de cheminots, de postiers, de dockers, de manutentionnaires d'Amazon, c'est toute la classe ouvrière britannique qui a commencé à reprendre espoir. Rendez-vous compte, après avoir été battu il y a 40 ans, après avoir été écrasé par Thatcher, après avoir subi des décennies d'attaques, les travailleurs et travailleuses anglais ont relevé la tête, ils se sont réappropriés ce qui fait leur force, en premier lieu la force de la grève, et ils ont crié « Nous sommes de retour, nous refusons d'être dociles et nous refusons d'être pauvres ». Comme vous le savez, la cause principale de ces grèves de la colère, c'est l'inflation. Là-bas, elle dépasse déjà les 12% et elle continue d'augmenter. Face aux revendications salariales, partout on nous fait la même réponse. Il ne faut surtout pas augmenter les salaires ou l'inflation va exploser. C'est ce discours qu'on nous a servi dès les premiers signes de hausse des prix et pourtant, les salaires nulle part n'ont augmenté et l'inflation a explosé. Les salaires de nos camarades des raffineries de Total n'ont pas augmenté, mais les carburants ont pris plus de 30% et Total bat des records de profit. Les salaires de nos camarades de Neoser et de toute l'industrie agroalimentaire n'ont pas augmenté, mais les prix du blé, de la farine, des pâtes augmentent dans des proportions jamais vues depuis 30 ans. Ces grands groupes non seulement continuent de faire du bénéfice, mais augmentent tous leurs profits en spéculant sur de la nourriture. On n'a pas à accepter un monde où on galère pour un besoin aussi basique que celui de se nourrir, et on ne doit pas non plus accepter un monde où il y a des régions entières de ce monde qui risquent la famine aujourd'hui en 2022. Heureusement, des premières luttes commencent déjà à émerger. Après le creux de la pandémie, c'est le retour de processus révolutionnaires comme au Sri Lanka. C'est le retour des grèves dans des pays où elles semblaient disparues, comme l'Angleterre ou l'Allemagne. C'est le retour d'une vague de syndicalisation, la plus forte depuis les années 30, comme le fait la génération U aux États-Unis, la jeune génération ouvrière qui s'est battue d'abord pour avoir le droit de vivre, pour avoir le droit de ne pas être tué par la police et qui se bat aujourd'hui pour avoir le droit de vivre de son travail en tenant tête aux géants de Starbucks ou d'Amazon. En France, après 5 ans de lutte de classe, après les gilets jaunes, après les manifestations de la jeune génération Adama, de la génération MeToo, de la génération Climat, après la grande grève contre la réforme des retraites, Macron se prépare à nous combattre. Il sait qu'il est minoritaire, pas soutenu par la population, et il se prépare donc à faire passer en force ses réformes. Il se prépare à nous faire partir à la retraite plus tard. Il se prépare à nous diviser en s'attaquant aux chômeurs ou aux allocataires du RSA. Il se prépare à nous faire accepter l'inflation et à faire taire toute opposition, toute grève et toute résistance. D'une part, il renforce depuis des années son appareil de répression. Avec l'état d'urgence, en imposant la loi sécurité globale ou en donnant toujours plus de moyens à la police et à la gendarmerie. Face au féminicide, il propose plus de moyens pour la police. Face à la crise écologique, Darmanin promet des gendarmes verts. Face à n'importe quel problème, le gouvernement propose toujours plus de flics. Bref, il se prépare à mutiler, à éborgner, voire à tuer comme ils le font depuis toujours dans les quartiers populaires et comme ils l'ont fait récemment face aux Gilets jaunes. Face à cela, même s'ils veulent nous faire taire, nous continuerons de dénoncer les violences policières, nous continuerons de nous tenir fièrement aux côtés des familles de victimes et de crier avec force que oui, la police tue et que tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Déteste
déteste la police, c'est tout le monde 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 déteste la police. Mais pour nous dominer, il ne leur suffit pas de renforcer leur appareil de répression. Ils cherchent aussi à créer autant qu'ils le peuvent un sentiment national, une unité nationale, comme un moyen d'effacer la division de classe dans le pays, comme un moyen d'effacer la lutte de classe du dernier quinquennat. C'est ce qu'ils font déjà depuis longtemps en construisant un ennemi intérieur, grosso modo les musulmans, toujours suspects de soutien au terrorisme, qui ont subi 1000 polémiques et attaques, la loi séparatisme, les dissolutions d'associations et la stigmatisation continue, en premier lieu des femmes musulmanes. Cette logique de guerre au terrorisme a justifié non seulement le racisme d'État à l'intérieur du pays, mais aussi les interventions extérieures de l'impérialisme français, notamment en Afrique qu'il considère comme son précaré. C'est ce qui a justifié, en 2013, l'intervention de l'armée française au Mali. Aujourd'hui, après 9 ans de présence, après les exactions et les victimes civiles, un fort sentiment contre la présence française s'est développé dans la population. Les dernières troupes de l'opération Barkhane se sont retirées du Mali il y a une semaine, mais se sont redéployées aussitôt dans les pays frontaliers. Malgré la colère montante, malgré les manifestations, malgré les jeunes qui brûlent des stations Total au Tchad ou au Sénégal, les impérialistes français n'envisagent à aucun moment de quitter le Sahel. Ce rejet par la population est un problème stratégique pour l'impérialisme français, mais ça n'en est pas un pour notre classe. Au contraire de tous les politiciens, même de gauche, au contraire de Mélenchon, qui regrette que la France soit chassée du Mali, nous crions haut et fort avec nos frères maliens, troupes françaises hors d'Afrique, à bas la France-Afrique. Mais ça n'est pas que la France-Afrique. Les interventions de la bourgeoisie française vont au-delà de ses anciennes colonies. Elle a montré ces derniers mois qu'elle était prête à s'aligner sur l'OTAN et les États-Unis, à participer à d'autres conflits, aux sanctions économiques, à la militarisation de l'Europe. Mieux, elle participe aussi aux menaces de guerre avec la Chine. Des officiers de l'armée française tentent même de nous faire croire qu'on serait déjà en guerre. L'amiral Vendier, par exemple, qui n'est pas un simple soldat mais le chef de la marine nationale, a dit « Contre la marine chinoise, nous gagnerons si nous nous battons ensemble. Camarades, face à leur délire guerrier, nous devons combattre tous les préparatifs de guerre et toute unité nationale. Face au patriotisme qu'ils veulent nous imposer, nous devons renouer avec l'internationalisme de classe, avec le courage des révolutionnaires qui, même minoritaires, même à contre-courant, n'ont pas accepté que la classe ouvrière aille mourir pour défendre sa soi-disant patrie. Nous ne sommes pas les amis de Bernard Arnault, de Bolloré, des patrons français. On emmerde la guerre, on emmerde les frontières. La classe ouvrière n'a pas de frontières. Solidarité avec les travailleurs du monde entier. Macron a expliqué il y a quelques jours que la guerre tonne à nos portes et qu'on devra payer le prix de notre liberté. Dans une autre interview, il a utilisé le prétexte de la crise et de la guerre pour annoncer que c'était la fin de l'insouciance et la fin de l'abondance. Aucun d'entre nous ici n'a connu ni l'un ni l'autre. Pendant qu'ils veulent nous faire payer la crise, pendant qu'ils détruisent la planète, pendant qu'ils préparent la guerre, que font les organisations qui se revendiquent de gauche, qui se revendiquent populaires, qui se revendiquent ouvrières? La direction de la CGT et des autres syndicats n'ont pas bougé une oreille depuis le début du Covid. On nous a laissé nous battre seuls, nous les militants et les syndicalistes de terrain, d'abord pour protéger notre santé, ensuite pour défendre nos emplois et aujourd'hui nos salaires. Pour la direction de la CGT, ce qu'elle prévoit à la rentrée, ça sera une mobilisation de la santé le 22 septembre et une grève interpro le 29.
Alors que les grèves, aujourd'hui, les grèves salariales, comme on a vu, elles se multiplient dans le pays. Que propose la direction de la CGT, que propose Martinez et ses amis? Pour la rentrée, ça sera donc une journée de mobilisation de la santé le 22 septembre, une grève interpro le 29. Mélenchon, de son côté, appelle à une marche contre la vie chère un samedi pour ne surtout pas poser la question de la grève. Aucun d'entre eux ne propose d'aller plus loin que ces journées isolées. Même si nous participerons à ces manifestations, même si nous saisirons toutes les occasions de nous faire entendre, nous le ferons en défendant nos propres perspectives, en défendant la nécessité d'un vrai plan de bataille qui cherche à unifier dans un même combat l'ensemble de notre classe. Ce plan de bataille devra s'appuyer en priorité sur les grèves qui existent aujourd'hui. Les grèves salariales de cette dernière année ont donné un élan, ont redonné la confiance à de nombreux travailleurs et travailleuses qui pour certains n'avaient jamais fait grève de leur vie. C'est le cas là où je travaille, dans une usine qui n'avait connu ni grève ni syndicat depuis presque 50 ans, et on est fiers d'avoir relevé la tête, d'avoir reconstruit un syndicat, de nous être battus et d'avoir fait grève pour nos salaires. Mais ces premières grèves pour les salaires ont eu aussi leurs limites. Dans cette première étape, on l'a vu, elles sont restées dans le cadre de négociations boîte par boîte. Divisées, désynchronisées, elles n'ont pas encore eu la force d'une lutte nationale pour les salaires. Notre première tâche, la première tâche des militants combatifs, c'est de chercher à coordonner ces grèves, à construire de vraies rencontres entre grévistes à la base, de vraies coordinations, que les bureaucrates syndicaux le veuillent ou non. Dans les années 80, alors que les ouvriers de base s'auto-organisaient, dans des coordinations de cheminots, d'infirmières, de travailleurs de l'aviation, les bureaucrates appelaient ces travailleurs la racaille du mouvement ouvrier. Si s'organiser nous-mêmes, si reprendre nos affaires en main, si s'auto-organiser mérite cette insulte de la part des bureaucrates, alors on se la réapproprie avec fierté, avec honneur. Oui, nous sommes la racaille du mouvement ouvrier et personne ne nous fera taire. Dans la période qui vient, dès la rentrée, il est urgent qu'on défende nos propres revendications, qu'on défende des mots d'ordre qui valent la peine de se battre tous et toutes ensemble. Contrairement à la France Insoumise, qui propose une conférence nationale sur les salaires, c'est-à-dire une nouvelle discussion entre patronat et syndicats, contrairement aux directions syndicales qui ne jurent que par le dialogue social, nous savons qu'il n'y a aucun dialogue à avoir avec personne. Il n'y a rien à attendre de Macron et de sa soi-disant nouvelle méthode de dialogue social. Rien à attendre de son Conseil national de refondation. Et on considère que le moindre dirigeant syndical qui ira s'asseoir dans ces réunions pour discuter retraite, pour discuter chômage, pour discuter RSA, ça sera une trahison à l'ensemble de notre classe. Dès la rentrée, partout où on le pourra, on défendra un programme d'urgence, un programme qui ne cherche pas la discussion pacifique avec le MEDEF. Comme on l'a fait avec notre camarade Anas au moment de la présidentielle, on revendique un SMIC à 1800 € net. On revendique une augmentation immédiate des salaires d'au minimum 300 €, comme l'ont réclamé les grévistes de l'aéroport de Roissy. On peut applaudir. Mais il ne suffit pas d'obtenir des augmentations de salaire si c'est pour qu'elles soient bouffées par l'inflation juste après. On a vu des augmentations d'entre 2 et 3% dernièrement, mais face à une inflation de 7%. Ce genre d'augmentation à un an, ça s'appelle une baisse de salaire. C'est pourquoi il est central que tous les salaires et que toutes les pensions soient dès aujourd'hui indexées sur l'inflation. Notre niveau de vie n'a pas à dépendre de leurs profits. Enfin, dans toutes les boîtes qui prétendent qu'elles n'ont pas l'argent pour nous augmenter, dans toutes les boîtes qui veulent licencier parce qu'il n'y aurait pas d'autre choix, nous revendiquons l'ouverture et la transparence totale des comptes. Un ouvrier à qui l'on demande de sacrifier son emploi ou son salaire a le droit d'en avoir le cœur net, a le droit de contrôler par lui-même où va l'argent et la richesse qu'il a lui-même créée. Mais si c'est un premier pas, on sait que contrôler leur comptabilité ne suffira pas. De plus en plus, nous voudrons contrôler la production, ce qui est produit, comment c'est produit, nous voudrons contrôler les prix. Nous devons nous attaquer en premier lieu aux grands groupes qui spéculent sur nos vies, aux grandes entreprises du secteur de l'énergie, du secteur de l'agroalimentaire. Notre mot d'ordre est clair,
nous voulons récupérer ces entreprises, nous voulons leur enlever des mains, nous revendiquons leur nationalisation, leur mise sous contrôle des ouvriers et de la population pour que plus jamais ils ne fassent de profit en jouant avec nos vies. Mais les quelques mesures d'urgence que je viens d'aborder ne suffiront pas. Il ne suffit pas de nous battre pour nos salaires, nos emplois ou nos conditions de travail. Les questions qui se posent à nous, qui se posent à toute la société, sont des questions d'ensemble, sont des questions profondément politiques. Les canicules, la sécheresse, les incendies de cet été ont fait prendre conscience de l'ampleur du réchauffement climatique. L'ambiance de guerre se fait de plus en plus présente. Le racisme, la xénophobie, la présence de l'extrême droite se renforcent de jour en jour. Les féminicides se comptent par centaines. Toutes ces questions sont des questions politiques. En tant que révolutionnaires, nous savons qu'il ne nous suffira pas de construire des gros syndicats, des syndicats combatifs. Nous savons qu'il ne nous suffira pas de lutter et de résister aux attaques. Depuis tout petit, on nous a expliqué à nous les ouvriers, à nous les fils d'ouvriers, qu'on était trop bêtes pour faire de la politique, que ces questions-là étaient réservées à une élite, aux politiciens professionnels, à ceux qui ont fait les bonnes écoles. Nos camarades ouvriers et tous les camarades présents ici sont la preuve du contraire. La nouvelle génération ouvrière a montré qu'elle était capable de relever la tête et qu'elle était capable de se battre. À nous de faire de cette génération une génération qui se fixe des objectifs plus larges, qui vise l'abolition de ce système capitaliste. À nous de transformer cette nouvelle génération en une génération de révolutionnaires. On est fiers des terres et révolutionnaires et on est fiers des terres et révolutionnaires et on est fiers des terres et révolutionnaires et on est fiers des terres et révolutionnaires. Bon, et là, hier, je ne savais pas comment terminer mon intervention. Et j'ai discuté avec les camarades de Corée du Sud qui sont présents, qui sont montés à la tribune tout à l'heure. Et j'étais vraiment touché par leur histoire, par tout ce qu'ils nous ont raconté. Je ne peux pas tout vous retranscrire ici, je vous invite vraiment à discuter avec eux, mais je vais essayer de vous raconter au moins une partie de ce que moi j'en ai retiré ou j'en ai compris. D'abord, il faut que vous imaginiez que pendant 30 ans, entre les années 50 et les années 80, il n'y avait plus dans le pays aucune organisation de gauche, aucun syndicat, pas un livre marxiste, que tout avait été détruit et maintenu sous le tapis. Dans les années 80 et 90, après des premières luttes ouvrières, quelques petits noyaux militants ont commencé à réapparaître et à se réapproprier le marxisme, à traduire des textes de Marx, de Lénine, de Rosa Luxembourg, de Trotsky. Tout ça dans des conditions extrêmement difficiles et illégales. Un camarade ici présent, par exemple, a fait 2 ans de prison pour avoir traduit des textes militants. Le courage avec lequel ces camarades ont recousu le fil des idées révolutionnaires et la passion avec laquelle ils discutent avec nous aujourd'hui est vraiment un honneur pour nous. Et en plus de ces camarades, nous avons la chance d'avoir à cette université d'été, d'avoir à nos côtés des camarades qui ont milité dans des périodes beaucoup plus difficiles que celles dans laquelle on milite actuellement. Par exemple, des camarades qui ont milité dans les années 90, qui ont su défendre des idées révolutionnaires dans une période de capitalisme triomphant, dans une période où toute idée d'émancipation était associée au stalinisme et rejetée. Nous avons des camarades qui ont vécu la grande grève de mai 68 et qui n'ont jamais renié leurs convictions. Nous avons un camarade comme Jean-Marc Rouillant qui, malgré ses 28 ans passés en prison, n'a jamais abandonné ses idées révolutionnaires. Nous, la jeune génération militante, nous devons faire honneur à ces camarades. Nous devons nous approprier à notre tour la pensée révolutionnaire, l'étudier avec autant de sérieux qu'ils l'ont fait eux-mêmes. C'est à ce prix
que nous pourrons insuffler à cette tradition toute l'énergie et la passion qui caractérisent la jeunesse. C'est à ce prix que nous construirons une nouvelle tradition révolutionnaire en France et que nous finirons enfin par nous libérer de nos chaînes. Je vous remercie.